avait obtenu que, grâce à ce développement, en fait, eh bien, on pouvait calculer l'accélération de la pesanteur G en utilisant comme formule 4 pi carré fois racine de L carré moins R carré sur T carré. Alors, je vous rappelle quand même que si je ressors, il est où ce machin? Je pense que c'est ça. Tac. Voilà. Si je vous ressors le pendule conique, donc on a ici, vu de profil, le fil avec le cône ici. Je vais peut-être utiliser autre chose, peut-être ça. Voilà, ici, en rouge. Voilà. Et puis, donc, on a le poids, la force de tension dans le fil et puis l'accélération centripète puisque l'objet fait un mouvement circulaire horizontal ici. Et donc, on avait posé les lois de la deuxième loi de Newton, développées selon un axe X et Y qui était tel que représenté dans cette figure. On avait pu déterminer que l'accélération est égale à G fois tangente alpha. Et puis ensuite, l'accélération, c'est une accélération de forme centripète. Donc, on avait remplacé l'expression d'une accélération centripète dans le calcul. Et puis, finalement, apparaît la vitesse. Alors, la vitesse, c'est 2 pi r, le périmètre, divisé par la période qu'on a mesurée, le temps pour faire un tour complet. Et donc, cette histoire-là, en remplaçant le tout, on obtenait cette expression qu'il y a ici. Alors, il reste quand même là-dedans l'histoire de la tangente alpha. Donc, on avait appliqué Pythagore dans le triangle qu'on voit ici. Donc, on a ici la longueur qui est l'hypoténuse, le côté H ici qui est une des cathètes, et puis le rayon du cercle qui est l'autre cathète. Donc, par Pythagore, on a ceci. Et donc, en remplaçant la tangente alpha par cette expression, avec quelques simplifications, on obtenait finalement la formule 4 pi carré fois racine de L carré moins R carré sur T carré. Alors, je change. Ici, je vous partage, je reprends celui-ci. Donc, voilà, la formule qu'on a obtenue, c'est celle-ci, celle que vous voyez là en haut. Alors maintenant, je voulais juste vous faire une petite remarque par rapport à quelque chose qu'il y a dans le cours. C'est que si maintenant, on considère que l'angle alpha qui est égal à 0, ça revient, si vous reprenez la figure qui se trouve donc ici, si on reprend cette figure-là, si l'angle alpha est égal à 0, ça veut dire que l'oscillation, elle se fait uniquement dans un plan vertical ici. Ça devrait être donc ce qu'on avait vu pour un pendule simple, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que ça tourne comme ça ne fait que d'osciller dans un seul plan. Alors, voyons si quand on met alpha égale 0, ou finalement un rayon du cercle égale 0, est-ce qu'on obtient la même formule que pour le pendule simple? C'est ça l'idée. Alors, je reprends mon développement ici. Et donc, si alpha égale 0, ça revient à dire que R égale 0. Donc maintenant, dans la formule que vous avez ici, si vous mettez R égale 0 là, eh bien vous obtenez 4 pi carré fois racine de L carré moins 0 au carré sur T carré. Donc, ça revient à faire 4 pi carré fois racine de L carré sur T carré. Et racine de L carré, c'est simplement L. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez une formule, c'est la formule qu'on avait utilisée, cette formule-là, pour déterminer l'accélération de la pesanteur G dans le TP sur le pendule simple. En fait, cette formule, on l'avait obtenue à partir d'une autre formule que je vais donc vous développer. C'est le chemin inverse de ce qu'on avait fait à l'époque, ce qui était donc dans les tout premiers TP qu'on avait fait. Si vous, je vais effacer ça, si vous passez le T carré de l'autre côté et puis que le G passez sous la barre, vous intervertissez les deux, vous obtenez cette expression-là, et pour obtenir la période, vous prenez tout simplement la racine. Donc si vous prenez la racine, à gauche, il reste la période t, mais à droite, racine de 4 pi carré, ce sera 2 pi en réalité, et puis là, il va rester racine de L sur G. Et ça, c'est vraiment la période du pendule simple. Je vous remontre, par exemple, pour vous en convaincre, alors c'est où ce truc? C'est ici. C'est en fait la présentation que je vous avais faite sur le pendule simple. On avait obtenu
en faisant des mesures de période par rapport à la longueur, on avait obtenu une formule qui permettait donc de calculer cette période, qui était 2π fois racine de L sur G. Puis nous, ce qu'on avait fait encore après, c'était de retourner cette formule pour trouver G. Et l'idée, c'était de le mesurer. C'est ce que vous aviez fait à l'époque dans ce TP. Et donc, cette fameuse formule pour trouver G, c'est simplement celle qu'on a obtenue ici, que j'avais entourée en rouge tout à l'heure et que je vais re-entourer en rouge maintenant, s'il veut bien. Là, celle-là. Voilà. Donc finalement, le pendule simple, on peut voir ça comme un cas particulier du pendule conique. C'est ce que vous avez dans le cours, en fait, ici. Si je reprends mon PDF, le cours, il est ici, je crois. Ouais. Donc, si on regarde ce qui se passe à la page, donc c'est à la page 35, mais surtout à la page... Ah, ça, c'était pas prévu. Surtout à la page 36, là en bas, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Eh bien, pour retrouver la période, c'est marqué, pour de très petits angles, où alpha égale 0, on peut confondre que ça alpha avec 1. La période vaut alors, et c'est ce qu'on a obtenu ici. Et donc, la conclusion, c'est que cette expression de Tmax permet expérimentalement de déterminer avec précision la gravitation terrestre G, l'accélération de la pesanteur, en mesurant la période du pendule de manière précise sur un grand nombre de révolutions. C'est ce qu'on avait fait lors du TP sur le pendule simple. Voilà. Donc là, j'ai terminé avec cette partie sur le pendule conique. Il restera une dernière chose à faire, mais ça, ce sera quand tous les groupes auront passé au TP sur le pendule conique. Ce sera de calculer les incertitudes. Donc maintenant, je vous demande si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Et puis s'il n'y en a pas, on passe à la suite. Alors là, il y a une main qui s'est levée. Donc c'est... ouais. Alors attendez, hop. Et voilà. En fait, dans un pendule simple, je comprends pas pourquoi. Enfin, l'alpha, ça devrait pas toujours être égal à 0, non? Si vous voulez, il ne faut pas croire que si alpha égale 0, ça veut dire que l'objet ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ça oscille dans un plan, puis que si vous mettez un angle alpha, c'est un angle alpha dans un plan qui est transversal à ce plan d'oscillation. Du coup, ça devient un pendule conique. Ah, ok, merci. Voilà, je vous en prie. Autre question? Non, personne ne lève la main. Super. Alors, je vais donc enchaîner. On va faire encore ce dernier petit morceau de théorie et puis ensuite, je vous donnerai un devoir pour demain. Le morceau de théorie, il faut que vous preniez votre cours. C'est juste avant, ça s'appelle Wagonnet sur une table. Voilà, Wagonnet sur une table. Moi, je vais vous montrer ça. Et puis, mes feuilles à moi, en fait. Alors, je ne sais pas... Ouais. Je pense que vous arrivez à voir ça. Je vais juste m'assurer. Non, c'est bon. OK. Alors, wagonnet sur une table, de quoi s'agit-il? Vous avez donc dans cet exemple qui se trouve donc dans votre cours, je ne vous ai pas dit le numéro de la page, mais c'est à la page 34 en fait, de votre cours. Eh bien, vous avez ce schéma, vous avez un petit chariot ici qui est relié par l'intermédiaire d'un fil en fait. Ici, il est relié par l'intermédiaire d'un fil qui passe dans une poulie. Il est relié à un contrepoids ici de masse petit m. La masse du chariot, c'est la masse grand M. Et donc, le but là-dedans, c'est que, évidemment, quand on va lâcher le contrepoids ici, ce contrepoids va descendre et il va donc entraîner le chariot qui va, lui, avancer horizontalement. L'idée, c'est de déterminer l'accélération que subissent ces deux objets, ainsi que la force de tension dans le fil ici. C'est ça l'idée. Alors, comment procéder en fait pour
pour résoudre ce genre de problème. Alors déjà, avant de vous dire comment procéder, je dois quand même vous préciser que si un jour on a la chance de retourner au gymnase, le TP sur la deuxième loi de Newton, qui est un TP très important, donc de toute façon on le fera hein, l'année prochaine ou cette année si on y retourne, c'est exactement ça. C'est exactement cette situation. La seule différence, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de frottement dans le TP, tandis qu'ici, on les prend. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors, ce qu'il faut faire dans cette histoire, c'est décomposer le système en deux parties. Une partie qui est le chariot, le wagonnet, et puis une autre qui est le contrepoids ici. Et donc, ces deux objets, on peut donc écrire la deuxième loi de Newton pour chacun des deux objets. Chose que j'ai faite ici, en fait, j'ai moyen de faire des rectangles, hein, donc c'est beaucoup plus propre en fait. Voilà, cette équation-là, c'est l'équation vectorielle de la deuxième loi de Newton appliquée au chariot, où on a le poids du chariot mg, mais grand mg, hein, puisque sa masse c'est grand M, plus la force de tension dans le câble qui le tire en avant, plus la force de soutien que le sol exerce sur lui, plus une force de frottement qui agit ici vers l'arrière. Tout ça, d'après la deuxième loi de Newton, c'est égal à la masse du chariot, grand M, fois son accélération qui est représentée ici. On peut faire la même chose, on doit même faire la même chose pour le contrepoids qui se trouve là en bas, et donc on obtient cette équation-là. Que dit cette équation? Elle dit que mg, mais cette fois petit m, puisque le contrepoids il a une masse qu'on appelle petit m, fois donc mg, plus une force de tension qui s'appelle T', T pour tension, prime parce que ce n'est pas la même que celle-ci, hein, étant donné que celle-là elle est horizontale, celle-là elle est verticale, ce sont donc deux vecteurs différents. Et ça va être égal à la masse du contrepoids, petit m, fois l'accélération du contrepoids. Cette accélération, elle est représentée ici, on l'appelle A', puisque donc vectoriellement, ce n'est pas la même que cette accélération-là, étant donné que celle-ci est horizontale et celle-ci est verticale. Donc on pose finalement ces deux lois de Newton, qui sont des lois vectorielles, et maintenant il va falloir décomposer les différentes forces, les différentes accélérations selon un système d'axes. Ici, c'est légitime de choisir un système d'axe horizontal, vertical, puisque tous les vecteurs qu'on considère sont soit horizontaux, soit verticaux. Alors, le développement, il est fait dans le cours. Moi, je vous montre ce que j'aurais fait au tableau, c'est-à-dire ce développement qu'il y a ici, et c'est celui-ci donc que je vais commenter tout de suite. Alors, là, je dois partager en fait ça, hein, plutôt, voilà, share, voilà, bref. Alors, vous retrouvez ici les deux équations, une ici pour le wagonnet, et puis une ici pour le contrepoids. L'idée, c'est donc regarder ce qui se passe sur l'axe X et sur l'axe Y. Et donc maintenant, sur l'axe X, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur l'axe X, on a uniquement, si on regarde le poids est vertical, le soutien est vertical. Donc pour le wagonnet, c'est les composantes horizontales, c'est 0. La force de tension, elle tire le chariot vers l'avant dans le sens de X, donc plus T. Et puis la force de frottement, elle va à l'encontre du mouvement du chariot, à l'encontre de l'axe X, comme vous pouvez le voir sur votre schéma à la page 36, je crois. Et bien donc du coup, ça fait moins FF. Le tout doit être égal à la masse du chariot fois l'accélération. L'accélération va dans le sens de X, donc c'est positif. En résumé, on obtient T moins FF égale M. Si on regarde ce qui se passe sur Y, ce n'est pas très intéressant, mais on aura un poids qui est négatif, moins P, le soutien qui est positif, et puis la tension et la force de frottement qui sont selon l'axe X, c'est-à-dire horizontale, donc de 0, hein, composante sur Y. Et puis, en ce qui concerne l'accélération, elle aussi, elle est horizontale selon l'axe X, donc selon Y, il n'y a pas d'accélération, donc ça donne M fois 0, c'est-à-dire 0. Donc en définitive, on retrouve grâce à ça ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que le soutien est égal au poids. Bon.
Ça, vous allez voir, ce n'est pas très intéressant pour la suite du problème. Ce qui est plus intéressant, c'est bien entendu la première formule qu'on a obtenue, celle-ci, que j'ai appelée donc numéro 1. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a déjà une question? Personne ne se manifeste, donc j'imagine que c'est bon. Alors maintenant, si, il y a Lisa quand même qui se manifeste. Alors Alisa, vous... La poulie, elle produit pas de frottement? Non, on considère qu'il n'y a pas de frottement dans la poulie. Effectivement, on considère que c'est une poulie parfaite, comme toujours. Donc, sans masse et sans frottement, effectivement. D'accord, merci. Voilà, de rien. Alors, maintenant, on passe au contrepoids. Alors, le contrepoids, lui, on avait écrit cette formule ici, là. Tac. Qu'il s'agit donc de considérer sur les axes x, y. Bon, le contrepoids, lui, il bouge uniquement verticalement. Donc, sur x, il n'y a aucune force, aucune accélération. On obtient 0 plus 0 égale 0, ce n'est pas du tout intéressant. Par contre, sur y, je vous rappelle donc que l'axe y est dirigé vers le haut. Donc, le poids, il est lui-même dirigé vers le bas. Donc, c'est la raison du signe moins, en fait, ici, là, qui apparaît. Moins P', c'est parce que le poids va vers le bas et Y va vers le haut. La force T', elle, si vous regardez sur votre schéma, elle va vers le haut, tout comme l'axe Y. Donc, elle est positive ici. Et alors ensuite, eh bien, on doit obtenir égal M fois l'accélération. Alors, cette accélération, elle va vers le bas. Donc, sa composante, c'est moins MA', puisqu'elle va vers le bas. Et donc, c'est moins A', pardon, par rapport à l'axe Y. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, on obtient moins MA'. Alors maintenant, on remet tout un peu en place. On obtient T', moins Mg pour celui-ci, petit m, égale moins MA', que j'ai réécrit comme étant cette équation que vous voyez finalement ici, là, qui est ce qu'on va appeler l'équation 3. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est jongler entre toutes ces équations. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question à ce stade. Comment on a obtenu cette équation numéro 3? Personne ne se manifeste. OK. Alors, l'idée maintenant, c'est... Elles sont les deux. Voilà. C'est de mettre ensemble, de combiner en fait, cette équation numéro 3 ici, avec cette équation numéro 1 ici. Vous voyez que dans chacune des deux, il y a des choses qui apparaissent. J'en ai pas encore trop parlé, mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver la force de tension qui apparaît ici et l'accélération qui apparaît ici. Alors, en fait, on a donc deux inconnus et il nous faut donc deux équations. Et là, ces deux équations, on les a quasiment. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est T et là, c'est T'. Et puis que là, c'est A et que là, c'est A'. Alors là, ça pose un petit problème, mais ce problème, il va être levé immédiatement, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, qui c'est qu'il y a là? Pourquoi MA' est positif? Ouais, ok. Alors, première chose, on considère, très importante, on considère que le fil est inextensible, inélastique. Ce qui veut dire que quand vous avez le wagonnet qui se déplace ici, exactement en même temps, il y a le contrepoids qui descend. Les deux bougent de la même manière. Donc, bien que les accélérations ne soient pas identiques du point de vue des vecteurs, puisqu'il y en a une qui est horizontale puis l'autre qui est verticale, la norme des accélérations, c'est la même. Ce qui fait que A égale A'. Deuxième chose, on considère ici que le fil et la poulie sont de masse négligeable. Donc, ça veut dire que la force qui s'exerce d'un côté de la poulie va être exactement la même que celle qui s'exerce de l'autre côté de la poulie. Ça veut dire que la force de tension de part et d'autre de la poulie est la même, en fait, et donc T égale T'.
J'ai marqué un truc supplémentaire ici, mais qui pour l'instant vous échappe un petit peu. C'est l'histoire, j'ai marqué la troisième loi de Newton. Hein. La troisième loi de Newton, c'est le cours qu'on fera ce vendredi, si tout se passe bien. Et donc, à ce stade, vous ne pouvez pas vraiment encore comprendre ce que c'est. Mais bon, l'idée, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est deux choses. C'est que A égale A', c'est-à-dire ça, et T égale T', c'est-à-dire ça. Alors, ça va nous permettre de relier les équations 1 et 3 dans notre développement. Si vous reprenez cette équation 3, qui se trouve donc là en dessus, et que vous remplacez T' par T, et que vous remplacez aussi A' par A, eh bien vous obtenez cette équation-là. Et donc, maintenant, si on regarde vraiment l'équation que j'ai appelée ici la 4, et l'équation 1, hein, qui se trouve là en haut, eh bien, on a bel et bien, je les ai réécrites là, hein, c'est parfait, on a bel et bien un système de deux équations ici, à deux inconnues, qui sont T et A. Alors, il s'agit de résoudre ce système. Alors, la résolution d'un tel système, ça, vous êtes rompu hein, à ce genre de technique. Donc, par exemple, vous prenez la première équation, vous exprimez T, donc vous passez le moins FF de l'autre côté, et donc ça vous donne FF plus MA. Et puis maintenant, l'idée, c'est de prendre ce truc-là et de venir l'injecter là, à la place ici. Alors ça, c'est ce que j'ai fait dans une autre fenêtre. Donc là, je dois changer de fenêtre. Hein. Alors, je change vite ça. J'ai besoin de celui-ci. Voilà. Alors, on a donc MG moins T, mais T, c'est FF plus MA. Donc, en fait, ici, j'ai fait ma substitution là. Alors maintenant, il y a quelques... Ah, il y a une question. Oui, quelle est la question? Pourquoi est-ce que T c'est égal à T' en fait? Ben ça, c'est parce qu'en fait, T et T', ce sont deux forces de tension qui agissent de part et d'autre de la poulie. Et du coup, comme elles agissent de part et d'autre de la poulie, si on considère que la poulie n'a pas de masse, d'inertie, de frottement, eh bien, ces deux forces sont identiques de part et d'autre de la poulie. En fait. Ok, merci. Il y a pas une des... Si vous voulez, si la poulie a une masse, alors à ce moment-là, ce ne sera pas la même force des deux côtés. Parce que quand vous allez tirer sur la corde d'un côté, il y a une partie de cette force qui va être nécessaire pour faire tourner la poulie, puis une autre qui va être transmise plus loin. Donc, mais s'il n'y a pas besoin de force pour faire tourner la poulie parce qu'on considère qu'elle a une masse nulle, qu'il n'y a pas de frottement et rien du tout, dans ce cas-là, on peut considérer que la poulie, elle a juste comme rôle de changer la direction de la force, ce qui est le cas dans ce problème ici. Ok, merci. Je vous en prie. Donc ici, on fait une substitution, hein, ça c'est en fait T, qu'on substitue dans l'équation. Et donc, on obtient Mg moins FF plus grand MA égale petit MA. J'enlève la parenthèse. Ici, voilà, j'enlève cette parenthèse et je trouve que ça fait Mg moins FF moins grand MA égale MA. Alors là, on a une équation où il n'y a que du A finalement qu'on ne connaît pas. Donc, je vais mettre tout ce qui contient du A, de l'accélération à droite. Donc, j'ai ici Mg moins FF égale MA plus grand MA. Ce terme-là, je l'ai passé à droite. Et là, ensuite, je mets en évidence A et j'obtiens cette formule qui est ici, que j'encadre, cette formule-là. Alors, cette formule-là, eh bien, elle nous permet donc de calculer l'accélération connaissant les masses du contrepoids et du chariot, et aussi la force de frottement qui intervient sur le chariot. Là, je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin sur le fait que cette force de frottement, quand on fera le TP sur la deuxième loi Newton, cette force de frottement, on considère qu'elle est égale à 0, en fait. Donc, ce terme ici va tomber, et donc, la seule chose qui va nous rester, c'est mg sur petit m sur grand m. Ça veut dire qu'on peut calculer l'accélération connaissant simplement les deux masses, petit m et grand m. Il y a une question ou bien non? C'est bon? Alors,
si M a une masse nulle. Oui, mais si grand M est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chariot, donc la question, elle ne se pose même pas. Évidemment, s'il n'y a pas de chariot, il ne se passe rien. Hein, je veux dire, c'est de la chute libre, quoi, le problème. C'est-à-dire que le contrepoids, il tombe directement. Donc, c'est pas possible que M, grand M, soit nul. Ça sort du cadre du problème, en fait. Alors, dernière partie de ce développement, qui consiste donc à prendre cette expression de A, ici, faire ça en rouge de nouveau, voilà, prendre cette expression de A et de venir la substituer dans l'expression de T qu'on avait obtenue à la page d'avant. Si jamais je vous laisse reculer pour voir. Et donc, on fait une substitution, donc ça fait FF plus grand M fois A. À la place de A, on met tout ce chenille-là. Alors maintenant, il faut faire un petit développement, un petit calcul. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est de tout mettre au même dénominateur commun qui est petit m plus grand M. Donc, on aura FF qui est ici fois petit m plus grand M. C'est ça. Ça, c'est celui-ci, lorsqu'on a multiplié par petit m plus grand M. Puis après, il nous reste grand M fois mg moins ff. C'est ce qu'il y a ici. Alors là, on développe, on enlève justement cette parenthèse. On a donc petit m fois ff, qui est le terme ici, plus grand M fois ff, qui est le terme ici, plus grand M fois petit mg, qui est le terme là, et finalement, moins grand M fois ff, qui est le terme ici. Et donc là, vous voyez qu'on a deux termes qui s'annulent, celui-ci et celui-là, et au final, il nous reste ce terme, petit m fois ff, que j'ai marqué là, plus grand M fois petit m fois g, qui est le terme ici. Le tout, bien évidemment, sur la somme des deux masses. Donc ça nous permet de calculer la force de tension. Est-ce qu'il y a une question peut-être sur le calcul déjà ici ? Alors, s'il n'y a pas de calcul, on fait deux petites remarques et puis après on va s'arrêter. On voit que déjà dans cette expression, on remarque que la force de tension, elle n'est pas égale au poids du contrepoids. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser justement que la force de tension, elle est égale au poids du contrepoids, de l'objet qui pend dans le vide en fait. Et on voit ici clairement que ça n'est pas le cas. Ensuite, deuxième remarque, on voit que si A est très petite, s'il y a une très petite accélération, donc ça veut dire si on considère que l'accélération est nulle, hein, donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que le chariot, soit il reste sur place, soit il avance à une très petite vitesse. Et bien dans ce cas-là, si l'accélération égale 0, eh bien on a mg moins ff égale 0. Ça, c'est l'équation 1, si je me rappelle bien. Attendez, je regarde juste pour vérifier. Hop là, c'est effectivement l'équation 1, en fait. Hein. Voilà, c'est l'équation 1. Donc, si l'équation 1, voilà, ici, tac. Si l'équation 1, j'ai plus besoin en fait de ces trucs là, je vais effacer tout ça. Si de l'équation 1, voilà, j'y arrive, on met que A égale 0, on obtient petit mg moins ff égale 0. Donc on obtient que ff égale petit mg. Alors, si vous injectez ça dans cette formule avec ff égale petit mg, eh bien dans ce cas-là, vous retrouvez que la force de tension, elle est égale à mg. Et ça, c'est une situation statique en réalité. Si l'objet, le contrepoids, finalement, ne descend plus ou quasiment plus, alors à ce moment-là, la force de tension qui est subie sera égale au poids du contrepoids. C'est ce que j'ai marqué ici. Alors, dernière chose, et puis ensuite on arrête. Si, et ce sera le cas justement dans le TP, si la force de frottement est nulle, ou toute petite, disons,
Alors, à ce moment-là, quand vous prenez ce calcul ici, si vous annulez la force de frottement, eh bien, vous allez, ce terme, il va tomber s'il n'y a plus de force de frottement. Donc, il va vous rester grand M fois petit m fois G sur la somme des masses. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, ça implique que T, vous pouvez l'écrire de cette manière-là, hein, comme je viens de vous le dire. Et donc, cette manière-là, vous pouvez l'écrire soit comme ça. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous voyez que vous avez un... Je vais prendre une autre couleur, en fait. Voilà. Vous voyez que vous avez un terme ici. Ce terme-là, c'est un terme qui est forcément plus petit que 1. Parce que la masse du contrepoids divisée par la masse du contrepoids plus celle du chariot, c'est forcément plus petit que 1. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le poids, la tension, pardon, elle sera plus petite que grand mg, qui est le poids du wagonnet. Et la force de tension, si on fait le même raisonnement, si vous, au lieu d'écrire ça de cette manière-là, vous l'écrivez de cette manière-là, ben là, vous avez la même chose. Ce que j'ai entouré en vert ici, c'est un terme qui est forcément plus petit que 1. Grand M sur petit m plus grand M, c'est forcément plus petit que 1. Donc, à la fin, on trouve que la tension, elle est forcément plus petite que le poids de l'objet. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que si maintenant, je reprends une dernière fois le schéma qui est là, voilà, tac. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que la force de tension qui est ici et qui est la même que celle-ci, en fait, elle est forcément plus petite que le poids du wagon, elle est aussi forcément plus petite que le poids du contrepoids, pour autant, évidemment, qu'il y ait un déplacement et qu'il y ait une accélération. S'il n'y a pas d'accélération, ces deux-là sont les mêmes. Il s'agit donc d'une situation statique, comme par exemple celle que vous avez étudiée dans le cadre du ressort, par exemple.